Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver pour un petit contenu. Alors c'est la trêve, comme vous le savez, qui dit trêve dit pas d'Olympique Lyonnais malheureusement, mais on a tout le temps, on a 15 jours devant nous pour parler un petit peu de tout ce qu'il y a autour de l'OL et surtout se projeter vers l'avenir. Parce que l'avenir c'est quoi? C'est la Ligue 1, c'est l'Europa League évidemment, mais c'est surtout l'objectif top 4 en Ligue 1 qui est super important comme vous le savez. Il faut être en Ligue des Champions pour la survie économique et sportive du club, c'est très important. Et je me suis dit, Mika, essaie de faire un petit contenu qui en fait reprend le calendrier de l'OL, qui reprend aussi nos matchs déjà joués depuis quelques temps sous Fonseca. Et à partir de ça, essaie de faire une vidéo qui pourrait se projeter vers l'avenir. Est-ce que oui ou non, l'OL a entre les mains de vraies chances d'accéder au top 4? Vraie question. D'un point de vue sportif, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que oui, l'OL a entre les mains les armes pour aller titiller le top 4 et finir en Ligue des Champions en fin de saison via la Ligue 1. Maintenant, la question c'est, est-ce que sur le plan mathématique, comptable, est-ce que oui ou non, on a les moyens de le faire? Parce que si d'un point de vue sportif, je pense que l'OL a les moyens de le faire, on a plein de bons joueurs, Almada, Cherki, Mikotadze qui est très bien en ce moment, il y a des arguments sportifs, mais est-ce que mathématiquement, comptablement, on a les moyens de le faire? Parce que même si on joue un foot qui est chatoyant et positif, beau à voir, malgré tout, on va se heurter tôt ou tard à une logique purement comptable. Et le retard qui a été pris courant décembre, janvier, avec des matchs un peu moisis, ratés, des points perdus bêtement, et bien tôt ou tard tu payes l'addition. Donc est-ce qu'on va pouvoir surmonter l'addition? Est-ce que l'OL pourra dépasser ce petit retard que l'on a sur nos concurrents directs que sont notamment Nice, Monaco ou encore l'OM? On verra bien, mais en tout cas d'un point de vue mathématique il fallait en faire une vidéo et donc c'est le but de celle-ci. Avant de commencer, les gones, pensez au petit pouce qui fait très plaisir, ça encourage en faire plus pour vous, c'est un petit moyen qui me booste, qui me donne, qui me fait vraiment très plaisir en fait. Parce que quand je vois qu'il y a plein d'interactions, de commentaires, de pouces, ça fait très plaisir. Donc pensez aux pouces, pensez aux commentaires, pensez à activer la cloche et enfin à vous abonner si vraiment vous aimez le contenu que je vous propose sur la chaîne. Depuis que Fonseca est en place, donc pour être très précis, on était fin janvier et début février, ce match d'Europa League qu'il n'a pas coaché contre le Ludogorets, et le match en Ligue 1 où on l'a vu sur le banc au Vélodrome. Depuis, l'OL a joué plusieurs matchs, et on peut faire un petit bilan de ces quelques matchs qu'on a vus ensemble. Alors, pour moi, je dirais que le choix de Textor, qui était de virer Pierre Sage pour introniser Fonseca, oui, il a posé débat, c'est vrai, parce qu'à l'époque, moi le premier, j'avais dit que la méthode, la manière laissait franchement à désirer. Maintenant, d'un point de vue foot, il faut bien l'admettre, il faut le dire, depuis que Fonseca a été nommé coach de l'OL, on voit un jeu très positif, porté vers l'avant. Alors il y a eu un ou deux matchs qui sont un peu en dessous en termes d'intention, j'en reparlerai juste après, mais pour tout le reste, l'OL marque beaucoup de buts, en moyenne, peut-être 3 buts par match, c'est beaucoup, c'est franchement beaucoup, et ça prouve que, je dirais, le principal apport de Fonseca depuis qu'il est arrivé à l'OL, c'est la surperformance offensive. Et ça, c'est un point qui est très important, je l'avais dit en vidéo il y a maintenant peut-être un mois et demi quand il est arrivé chez nous. J'avais dit que l'une des conditions sine qua non rédhibitoires et nécessaires pour l'OL, ce serait, si on visait vraiment le top 4 en Ligue des Champions et via la Ligue 1, ce serait de marquer plus de buts que sous Pierre Sage. Sous Pierre Sage, l'OL marquait dans mon souvenir environ 1,6, 1,7 buts par match. Et on l'a vu, si on reprend toutes les stats avancées, les datas très poussées et précises des saisons précédentes, toutes les équipes qui ont fini top 4 en Ligue 1 ou presque avaient toutes une moyenne de buts d'environ 1,8, 1,9, voire 2 buts par match. Donc nous, on était longtemps en dessous de ce niveau-là, et depuis Fonseca, il faut le dire, on a rehaussé le niveau et on marque beaucoup de buts. Et ça, forcément, dans une Ligue 1 où les écarts se creusent entre clubs qui ont des moyens et ceux qui ont moins de moyens, ceux qui ont des talents et ceux qui ont moins de talents, ceux qui gardent leurs talents et ceux qui les vendent durant l'hiver, ce point de vue offensif, il est extrêmement important. Et pour moi, c'est un paramètre qui est central dans l'objectif top 4. Il faut marquer beaucoup. Et depuis que Fonseca est là, c'est ce qu'il se passe. Donc ça, c'est un point qui est positif, c'est sûr. Maintenant, en termes de match, on a vu du contenu vraiment intéressant. Il y a des matchs, encore une fois, ce week-end. Alors, contre Le Havre, tout n'est pas réussi, ou parfait, c'est vrai. Mais ce qu'on peut dire, c'est que bien souvent, on voit un Noël en deux visages, en deux temps. Un Noël qui, d'abord, est plutôt
prudent, défensif, qui attend, qui essaie de contrôler le match, et en seconde mi-temps, le banc aidant, on voit un Noël qui est beaucoup plus porté vers l'avant, un Noël plus incisif et qui marque beaucoup durant les fins de match. Ça, on l'a vu contre Le Havre, on l'a vu aussi contre Nice, contre Paris également, bref, plein de matchs qui montrent qu'il y a un effectif qui est assez pléthorique à l'échelle de la Ligue 1, et forcément, en Ligue 1, quand tu fais rentrer Almada, Fofana, Nuama, Cherki, Mikotadze, tôt ou tard, en face, ils payent l'addition. Ça, c'est d'un point de vue purement jeu, j'en reparlerai s'il le faut en vidéo plus précisément, mais on voit un Noël qui joue plutôt bien au foot, qui propose de belles partitions, de bons contenus, et ça, évidemment, c'est plaisant. D'un point de vue but marqué, c'est mieux également, il faut le dire, je l'ai dit juste avant, et d'un point de vue comptable, l'OL prend, depuis que Fonseca est arrivé, des points, c'est sûr, alors pas un rythme non plus extrêmement rapide, depuis 10 matchs, et donc depuis aussi en partie Fonseca, l'OL prend en moyenne par match 1,7 points. Ça, on l'évoquera juste après en détail dans le second thème de la vidéo. Donc si je résume, si on clôture ce petit bilan sur le début du mandat Fonseca, on voit un Noël qui prend des points, c'est bien, qui marque des buts beaucoup plus qu'auparavant, c'est bien aussi. On a retrouvé aussi, alors c'est pas encore parfait, mais on retrouve une forme d'équilibre défensif entre le jeu sans ballon et avec ballon. On voit aussi tout l'apport de Fonseca et de son staff sur l'aspect du jeu positionnel. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Maintenant, il y a encore des axes de progression. Je l'ai dit à de multiples reprises en vidéo sur la chaîne en débrief. Dans le cœur du jeu, ça manque parfois un petit peu de réactivité, de volume de jeu, d'emprise technique au cours des matchs. Parfois, il y a aussi un manque de verticalité. Et là, je vais évoquer avec vous, les gars, un point qui me paraît intéressant. Rappelez-vous, en tout début de saison, j'avais évoqué avec vous en vidéo les choix tactiques de Pierre Sage. Et durant très longtemps, on a vu un Noël qui a évolué en 4-3-3 en début de saison, avec un trio qui a longtemps été Verretou, Tolisso plus Matic. Et j'avais dit à l'époque que pour moi, ce schéma-là, cette configuration-là, n'était pas la plus optimale pour l'OL. Moi, je voulais impérativement ce 4-2-3-1 qui faisait part belle au profil offensif et qui a assumé, comme certains me le disent souvent, me reprennent sur X, qui assumait le déséquilibre. C'est un peu mon leitmotiv. Je voulais un OL qui assume le déséquilibre. Et on sent que depuis que Fonseca est en place, il est un petit peu tiré entre deux feux. Il y a d'un côté l'envie d'assurer l'équilibre, il l'a souvent dit, il veut une assise défensive, un équilibre dans le jeu pour pouvoir après faire mal devant, c'est normal. Et d'un côté, il se dit ça, donc préserver l'équilibre, mais en même temps, il veut libérer, lâcher les chevaux et créer du jeu, marquer des buts grâce à un jeu de position de grande qualité. Il est un peu entre les deux, il a longtemps mis le 4-2-3-1 avec Tolisso comme pointe haute d'un triangle dans le cœur du jeu, dans un rôle de 8 plus porté vers l'avant, qui fait des courses progressives, qui se projette, qui n'hésite pas à attaquer l'espace. Bon, c'est intéressant. Mais depuis quelques semaines, quelques jours, on sent que Fonseca a envie de créer ce 4-2-3-1, de le moduler, pour que puissent coexister ces fameux deux numéros 10 qu'il aime bien. Il l'avait dit, rappelez-vous les gones, le match contre le PSG, sans numéro 9, avec Cherki comme faux numéro 9, il avait dit « Ok, pas de numéro 9, mais vous avez deux numéros 10 ». Et on sent qu'il a ça en tête. Il veut ce 4-2-3-1 qui puisse intégrer deux numéros 10, Thiago Almada, Cherki. Moi, j'y crois. Mais le petit hic pour le moment, c'est qu'on n'a pas encore vu une formule optimale du 4-2-3-1. On voit une équipe qui, avec ballon, avec deux numéros 10, tripote bien la balle, il y a de belles séquences de jeu, il y a une grosse densité axiale qui fait qu'on a souvent une maîtrise dans le camp adverse, ça c'est bien. Mais quand tu accumules Almada, Cherki, Mikotadze, Lacazette, Tolisso, Tessman, etc., tu as un manque de verticalité. Et il te faut des profils qui peuvent changer de rythme au cours du match et faire mal sur une transition, une accélération, un changement de rythme vertical. Ça, on l'a parfois pas assez vu, et je vous renvoie au match de ce week-end contre Le Havre. Durant une mi-temps, on voit un Noël qui a une forme de possession un petit peu stérile, et il a fallu que Fofana rentre, Mikotadze rentre, pour qu'on voit enfin un Noël plus vertical, et qui corresponde plus avec ce que veut Fonseca. Donc pour moi, ça c'est l'axe de progression majeur, faire cohabiter Almada, Cherki pour la fin de saison, plus intégrer une forme de verticalité extrêmement importante dans le football de maintenant. Maintenant, on enchaîne, second thème de la vidéo, on va tenter de faire un petit bilan comptable. Là, j'évoquais en thème numéro 1 le jeu,
ce que Fonseca a apporté en termes de jeu à l'OL, des buts, un équilibre retrouvé, c'est très bien. Maintenant, on va évoquer ensemble l'aspect comptable. Le but n'est pas d'avoir des estimations affinées d'une précision imbattable, c'est pas possible. Je ne suis ni mathématicien ni statisticien, mais par contre, je pense qu'on peut faire une forme de petit bilan comptable de ce que vaut l'OL et ce que valent les concurrents de l'OL. Alors en fait, j'ai fait un truc tout simple. J'ai pris les derniers résultats du top 7 en Ligue 1, donc Paris, Marseille, Monaco, Nice, OL, Lille et Strasbourg. Et sur les 10 derniers matchs qu'ils ont joués, j'ai fait une moyenne pondérée des points qu'ils ont pris en appliquant une forme de coefficient de difficulté selon les matchs qu'ils ont pu jouer. Alors, pour faire simple, sur les 10 derniers matchs, Paris, c'est un monde au-dessus, vous le savez comme moi, c'est 2,8 points par match en moyenne sur les 10 derniers matchs. C'est colossal, c'est trop fort pour la Ligue 1. Sur les 10 derniers matchs, Marseille tourne à 1,6 points de moyenne par match, Monaco 1,7 points par match, Nice 2 points par match de moyenne depuis 10 matchs, l'OL à 1,7 points par match en moyenne, Lille 1,6 et Strasbourg 2,3 points par match en moyenne sur les 10 derniers matchs. Je l'avais dit, rappelez-vous, en vidéo, il y a maintenant, je crois, un mois et demi, j'avais dit attention, il y a un club qui avance masqué, qui est un challenger, un peu en underdog, c'est le Strasbourg de Liam Rosenior, et pas manqué, ils avancent doucement, sereinement, personne ne les calcule vraiment, mais il y a beaucoup de qualité, et ils prennent beaucoup de points. Attention, je pense qu'ils finiront placés, et peut-être un peu plus haut qu'on ne peut l'imaginer. Donc, je reprends les stats, les chiffres que j'ai un petit peu produits pour vous. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, il y a Paris qui est au-dessus de la mêlée, mais dans la foulée, à part Nice qui surperforme, Strasbourg qui surperforme aussi, tout le reste avance à un rythme relativement homogène. Marseille, Monaco, l'OL et le LOSC, les quatre gros que j'évoque là, avancent tous à un rythme relativement identique. Alors forcément, ça pose question. On se dit, mais comment l'OL peut refaire son retard si on avance au même rythme que Marseille, Monaco ou encore le LOSC ? Évidemment, ça pose question. Mais tout est question de dynamique. Et c'est en ça que je pense qu'on peut tirer un petit peu notre épingle du jeu. Je vous prends maintenant le calendrier des matchs à venir pour les différents clubs que j'ai évoqués. Alors Paris, on met de côté évidemment. L'OM, dans les gros matchs que jouera Marseille d'ici peu, il y aura Monaco, il y aura Brest, il y aura Lille et Rennes. Je pense vraiment que parmi les 4-5 prétendants à la LDC via la Ligue 1, le top 4 en Ligue 1, Marseille est l'équipe qui a le calendrier le plus simple. Parce que quand tu compares avec ce que Monaco va jouer, Nice ou encore nous, c'est beaucoup plus dur, je pense, que l'OM. L'OM, en gros, si Marseille prend sur les prochains matchs 3-4 victoires, ils seront assurément en LDC. Voilà. Maintenant, Monaco. Monaco va jouer Nice, Brest, Marseille, Strasbourg, l'OL et Lens. Monaco, c'est chaud. Et attention, je n'exclus pas du tout une chute des Monégasques, parce que le calendrier est très difficile, beaucoup d'équipes challenger aussi aux places européennes, donc attention à Monaco. Nice jouera Monaco, Strasbourg, Paris, Rennes et Brest, donc pas simple non plus. Nous, on jouera Strasbourg, Lille, Saint-Etienne dans le derby Rennes, Lens et Monaco, pas facile du tout, pas du tout. Lille affrontera donc l'OL, l'OM, Lens, Auxerre et Brest, c'est un peu plus simple que nous, je pense. Et Strasbourg jouera l'OL, Monaco, Nice et Paris, donc pas facile du tout. 4 matchs très durs pour Strasbourg sur les 8 qu'il leur reste, donc pas facile. Mais parce qu'il y a un mais, il y a un constat qui saute clairement aux yeux. Tous les clubs que j'ai évoqués, donc l'OM, Monaco, Nice, l'OL, Lille, Strasbourg, ils vont tous ou presque se rencontrer au moins 3 voire 4 fois sur les 8 matchs restants. Autrement dit, les amis, on va assister à une forme de Royal Rumble, de match à mort entre les gros qui vont jouer les places européennes, et notamment le top 4 en Ligue 1. Quand tu prends le calendrier de Monaco, Nice, Brest, Marseille, Strasbourg, Lyon, Lens, c'est tous des challengers. Quand on prend le calendrier de l'OL, idem, on va jouer Strasbourg, Lille, Rennes, Lens, Monaco, quasiment tous ou presque des challengers. Si on prend le calendrier de Nice, ils vont jouer Monaco, Strasbourg, Paris, Rennes et Brest. Quasiment tous des challengers. Donc, en fait, c'est compliqué d'estimer où finira l'OL en termes comptables. C'est quasiment impossible. Ce qu'on peut dire, c'est que sur ce rythme-là,
il faudra forcément faire un peu mieux que ce que font les autres. On a un peu de retard, on a 2 points de retard sur Nice et Monaco, il y en a 4 dans mon souvenir sur l'OM, si je ne me trompe pas, 4 ou 5. Donc forcément, il faut faire un peu mieux qu'eux. Je pense que pour rattraper l'OM, ça va être très difficile, mais Nice, Monaco, ça me paraît pas du tout impossible. Mais par contre, attention aux équipes qui avancent extrêmement vite. On verra ce que Nice fera sur les matchs restants, mais attention à Strasbourg qui a, je pense, les moyens d'aller titiller jusqu'à la fin le top 4 en Ligue 1. Maintenant, cap sur l'avenir, projection sur la fin de saison de l'Olympique Lyonnais et des concurrents. Et là, les Gones, vous allez voir, c'est, je pense, riche en instruction, en enseignement. Parce que si je fais une projection, il reste 8 matchs à jouer en Ligue 1 pour tous les clubs. On est là à la 26e journée, il en reste donc 8 jusqu'à la 34e. L'OL va, comme je vous l'ai dit, affronter Strasbourg, Lille, Saint-Étienne, Rennes, Lens, Monaco, parmi les gros de la Ligue 1. Il y aura aussi Angers en toute fin de saison. Dans mes calculs tout simples, j'ai pris la moyenne de points des clubs que j'ai cités à l'instant, sur les 10 derniers matchs joués en Ligue 1, et j'ai multiplié par 8 pour tenter d'élaborer une forme de projection linéaire des points que prendront les différents clubs prétendant au top 4 en Ligue 1. Donc il y a en tout 8 matchs à jouer, donc 24 points à prendre. Si on fait une projection de ce que pourraient prendre les clubs, et là encore je le répète, c'est hypothétique, c'est purement une projection, c'est une fiction que j'imagine, si on fait une projection des points pris fois 8 matchs, logiquement Paris prendrait 22 points, donc il finirait très très haut, j'en parlerai après au classement. L'OM prendrait 13 points, donc les Marseillais auraient donc 62 points. Monaco prendrait 14 points, Nice prendrait 16 points, l'OL prendrait 14 points sur 24, ce qui me paraît pas vraiment déconnant. Lille prendrait 13 points, et enfin Strasbourg prendrait, si on poursuit une forme de linéarité des points, Strasbourg prendrait 19 points sur les 24 restants. Ça me paraît beaucoup, comme je vous l'ai dit, Strasbourg, ils vont jouer l'OL, Monaco, Nice, Paris. Des points, ils vont en perdre. J'imagine mal Strasbourg battre et l'OL, et Monaco, et Nice, et Paris. Ils perdront des points, c'est sûr. Donc pour moi, les 19 points, c'est avant tout théorique si on fait une projection très très linéaire. Dans un monde où ça se passe comme ça, quel serait le classement d'ici la fin de saison ? Eh bien, le voici. On aurait Paris, incontestable leader avec 90 points, saison incroyable en Ligue 1. Nice, deuxième avec 63 points. L'OM, troisième, 62 points. Strasbourg, quatrième, 62 points. Monaco, cinquième, 61 points. L'Olympique Lyonnais, sixième, avec 59 points, et enfin le LOSC 7e avec 57 points. Ça, c'est purement théorique si on projette la moyenne de points prise depuis 10 matchs sur les 8 matchs restants. Mais comme vous le savez, le foot est fait d'éléments impondérables, et c'est ce qui rend beau le foot d'ailleurs. Ce n'est pas une science exacte, et fort heureusement, il y a une part d'aléatoire qu'on ne maîtrise pas. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'OL, mathématiquement, comptablement, puisse avoir le nombre de points requis pour être top 4 en Ligue 1. Vous l'avez vu, le top 4 en Ligue 1 se jouera logiquement à peu près 61, voire 62 points. Il manquerait donc à l'OL, dans mes projections, environ 2 ou 3 points. Ça veut dire une victoire de plus. Concrètement, il faudrait que l'OL prenne, pour être quasiment sûr d'être top 4 à la fin de saison, il faudrait que l'OL prenne à peu près 17 points. Voire 18. 17, ça peut suffire. 17 points en 8 matchs, ça fait quoi ? Ça fait 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Alors, c'est un rythme vraiment fort, c'est vrai. C'est pas impossible, mais c'est un petit peu difficile. Ce qui me fait dire que si l'OL finit en fin de saison top 4 en Ligue 1, il faudra dire un immense chapeau au staff et aussi aux joueurs qui ont fait un parcours de fin de saison de grande qualité. Mais ce sera presque pour moi un exploit, parce que de là où on vient et là où on finirait, avec une série comme ça de 8 matchs, avec 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite, ce serait une très belle fin de saison en Ligue 1. 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite, c'est fort, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Maintenant, je vous mets à l'écran les différents matchs que va jouer l'OL. On ira à la Méno défier Strasbourg, on va recevoir à la maison le LOSC, on va jouer à la Baie des Champs Auxerre, on ira dans le derby défier les Verts chez eux, on va recevoir Rennes, on va recevoir Lens, on ira à Monaco pour un match qui sera à mon avis décisif, c'est évident, c'est vu à 10 km,
Et on finira à la maison contre Angers. Il faut donc 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Alors, dans mes projections, voici comment j'imagine la fin de saison, et à vous de me dire en commentaire comment vous l'imaginez. J'imagine pour Strasbourg-OL un match nul. Strasbourg, très belle équipe que j'aime beaucoup, c'est un peu mon équipe ballon d'eau fraîche. Second match, OL contre Lille, je vois un match nul. C'est pas déconnant, je pense. Auxerre-OL, pour moi, victoire impérative, mais pas facile, parce qu'attention, Auxerre avec Ahmed Traoré, Sinayoko, le petit Gaëtan Perrin, attention, c'est pas facile de prendre des points contre eux. Ils l'ont montré à de multiples reprises. 4e match, pour moi, le derby, c'est victoire impérative, mais vraiment. 5e match, OL-Rennes, à la maison, il faut les tarter. Moi, j'ai vu le week-end dernier, je suis allé voir Lens-Rennes à Bollaert. C'est faible, aussi bien Lens que Rennes, c'est faible. Si on ne bat pas ni Rennes ni Lens sur les matchs qui viennent, c'est que vraiment on ne mérite pas d'aller en Ligue des Champions. Match suivant, OL-Lens, on parlait juste avant, je pense que Lens, il faut les battre, c'est victoire impérative. Monaco-OL, c'est là où je mets mon petit joker nul ou défaite, match pas facile du tout. Et enfin, OL-Angers, victoire de l'Olympique Lyonnais. Ce qui fait qu'on aurait, sur les 8 matchs que j'évoque à l'instant, on aurait 5 victoires, 2 nuls ou 3 et 1 défaite. 5 victoires, donc 15 points, plus 2 ou 3 nuls, on y est. Le compte est bon, on aurait entre 17 et 18 points. Et ma foi, avec 17 points, voire 18, l'OL, dans 9 cas sur 10, à mon avis, serait en Ligue des Champions, top 4 en Ligue 1, c'est quasiment sûr. Et pour étayer ce que je vous dis, je reprends le classement de la Ligue 1 l'an passé en fin de saison. En fin de saison, si mes calculs sont bons et que l'OL atteint environ 61 points, voire un peu plus, logiquement, nous serions qualifiés en LDC via le top 4 en Ligue 1. En tout cas, si je me fie au rythme qu'avaient les équipes françaises l'an passé en Ligue 1 avec 34 journées. Sauf que cette saison, le rythme du top 6, top 7 est un peu plus rapide que l'an passé. 2 ou 3 points de plus aujourd'hui que l'an passé. Je mets à l'écran, là encore, un screen qui l'illustre bien. Je vous ai retrouvé le classement de la Ligue 1 de l'an passé au même moment, à la 26e journée. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit que toutes les équipes top 6 de la Ligue 1 avaient à l'époque 2 voire 3 points de moins par rapport à aujourd'hui. Donc je pense que cette Ligue 1 de 24-25 finira sur un rythme plus élevé que l'an passé, et je pense que le ticket d'accès au top 4, donc à la LDC, se jouera non pas comme l'an passé à 55 points ou 57, mais sûrement à 60, 61 points, 62 points en Ligue 1, voire un peu plus. Je pense qu'on sera à peu près entre 59 points et 62 points pour être top 4 en Ligue 1. Donc, si je résume, en projection pure, c'est pas impossible. L'OL a les armes techniques, footballistiques pour être top 4 en Ligue 1. Maintenant, sur un plan comptable, ça implique, je dirais, une condition sine qua non, rédhibitoire. Il faut que l'OL prenne un max de points, et on a peut-être, je dirais, un joker en termes de défaite, mais pas plus. Une défaite, ça peut le faire. Si on perd 2 ou 3 matchs, à mon sens, ce sera quasiment impossible. Donc, il faut gagner, encore et encore. L'OL peut le faire. Il n'y a pas de raison contraire à ce que l'OL finisse top 4 en Ligue 1. Maintenant, il faudra performer, prendre des points. Et comme toujours, seul le score, le résultat comptera pour réussir ou non la mission Ligue des Champions, top 4 en Ligue 1. Voilà les gons, ce que je voulais vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura montré que oui, il y a un chemin possible, un monde dans lequel l'OL finit en Ligue 1, top 4. En tout cas, moi j'y crois et je pense qu'on peut faire un très bon parcours et en Ligue 1 et en Europa League. Ciao ciao les gons, à bientôt. Allez l'OL, toujours plus que jamais.